Charlemagne. Des Français sous le signe de la SS. De l'illusion à la chute. En septembre 1944, alors que la balance de la Seconde Guerre mondiale penchait définitivement en faveur de la coalition anti-hitlérienne, l'Allemagne nazie a officiellement créé l'une de ses formations les plus paradoxales et tragiques. La 33e division de grenadiers de la Waffen-SS, Charlemagne, pionnière française. Sa seule apparition à ce moment-là relevait de l'absurde historique. Comment des milliers de Français ont-ils pu revêtir volontairement l'uniforme de la SS alors que leur patrie était presque libérée et que les Alliés se tenaient aux frontières du Reich? La réponse ne réside pas dans la logique militaire, mais dans les eaux troubles de l'idéologie, du calcul politique et de la peur personnelle qui furent le lot de la France pendant les années d'occupation. Les racines de ce phénomène remontent non pas à 1944, mais aux premières années, relativement calmes, de la collaboration. Après la catastrophe de 1940 et l'armistice honteux, la société française s'est fracturée. Dans le chaos et l'humiliation, un puissant mouvement collaborationniste, bigarré et contradictoire, a émergé. Pour certains, la coopération avec l'occupant était une nécessité de survie. Pour d'autres, une opportunité de carrière dans cette nouvelle réalité. Mais il y avait une troisième catégorie, les idéologues. Ces gens professaient une foi sincère et fanatique en une nouvelle Europe sous l'égide de l'Allemagne nazie. Ils voyaient en Hitler un rempart contre le bolchevisme, qu'ils considéraient comme la menace principale pour la civilisation et un chirurgien capable de couper les plaies du vieux monde, le libéralisme, la démocratie, la dégénérescence. C'est de ce mélange explosif de pragmatisme, de peur et de fanatisme qu'est née en 1941 la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, LVF. Ces hommes, dans un uniforme allemand inconfortable et avec des fusils étrangers dans les mains, ont grelotté devant Moscou, puis ont mené des opérations de répression en Ukraine, espérant que leur sacrifice serait justifié par la victoire du Troisième Reich. Mais à l'été 1944, toutes les illusions s'effondrèrent. Le débarquement en Normandie, l'avancée fulgurante de l'armée rouge à l'Est, tout indiquait l'effondrement inévitable de l'Allemagne. La logique aurait voulu qu'on se retire, qu'on se disperse, qu'on cherche un moyen de s'en sortir. Pourtant, c'est précisément à ce moment que le commandement allemand, désespérément en besoin de chair à canon, décida de regrouper les différentes unités collaborationnistes françaises, les restes de la LVF, les combattants de la milice de Philippe Pétain, les membres des partis fascistes et autres marginaux politiques en une division à part entière de la Waffen-SS. L'idée était moins militaire que propagandiste. Il fallait montrer de manière démonstrative que la forteresse Europe était toujours unie dans son combat contre les hordes asiatiques venant de l'Est. Les volontaires manquaient cruellement. La chancellerie du Reich exigeait que la division soit complète, et son commandement, en la personne du Brigadeführer SS Gustav Krukenberg, tirait la sonnette d'alarme. Certains étaient encore mus par des idées, mais ils étaient une infime minorité. Beaucoup plus nombreux étaient ceux qui étaient repoussés par la peur des représailles pour leur collaboration passée avec l'occupant, la peur de la colère du peuple dans une France libérée, la peur pour leur vie et celle de leur famille. Pour beaucoup, c'était simplement une manière cynique de survivre dans une Allemagne affamée et bombardée quotidiennement par l'aviation alliée, d'obtenir une ration et un toit. C'est ainsi, avec les restes de fanatisme, le conformisme général et le désespoir, que fut formée la division, baptisée du nom de Charlemagne, l'empereur qui symbolisait l'union de l'Europe occidentale. L'ironie amère voulait que Charlemagne lui-même, couronné par le pape, aurait été furieux d'un tel héritage de la part de païens nazis. Partie 2. Les actions militaires. Le dernier acte de la tragédie aux portes de Berlin. Le parcours militaire de Charlemagne fut bref, sanglant, et, en grande partie, dépourvu de sens stratégique. Après un entraînement accéléré et, selon de nombreux survivants, médiocre dans les camps d'entraînement en Allemagne, la division fut envoyée en février 1945 sur le front de l'Est, en Poméranie. On leur assigna le rôle de chair à canon.
freiner l'irrésistible rouleau compresseur de l'armée rouge. C'est là, dans les combats hivernaux et glaciaux autour de Hammerstein et dans l'encerclement de la ville de Köslin, que les SS français firent face à la réalité impitoyable de la guerre totale d'anéantissement. Ils n'étaient pas ces chevaliers sans peur et sans reproche que certains apologistes tentèrent plus tard de présenter dans leur mémoire. C'étaient des hommes ordinaires, pris dans un immense hachoir dont il n'y avait pas d'issue. Ils battirent en retraite, subissant des pertes monstrueuses, abandonnèrent du matériel, firent preuve tantôt de panique et de lâcheté, tantôt, contre toute attente, d'un courage désespéré et fataliste. Le commandement soviétique, informé par les renseignements de la présence de Français en uniforme allemand, entra dans une rage froide. Pour les soldats de l'armée rouge, qui avaient vécu les horreurs de l'occupation nazie, ces hommes n'étaient pas des soldats, mais des traîtres au carré, des collabos à l'échelle européenne. Ils n'attendaient aucune pitié, et les prisonniers de Charlemagne étaient rarement faits. Mais la véritable fin, symbolique et sanglante, de Charlemagne n'eut pas lieu dans les champs de Poméranie, mais parmi les ruines de Berlin. En avril 1945, alors que le sort du Troisième Reich était scellé, environ 300 à 400 des combattants les plus fanatiques ou simplement désespérés de la division, sous le commandement de Krukenberg, de leur propre gré, par un faux sentiment du devoir, ou simplement parce qu'il n'y avait plus nulle part où se retirer, entrèrent dans la capitale condamnée à l'assaut. Ils devinrent l'un des derniers remparts du bunker d'Hitler, des volontaires de la mort, dans l'agonie d'un régime moribond. Leur dernier bastion fut un secteur du centre-ville, adjacent à la chancellerie du Reich et au ministère de l'air du Reich. Les Français se battirent avec la fureur des condamnés. Ils savaient que pour eux, la reddition n'existait pas. Ce sont eux, selon de nombreux témoignages, qui parmi les derniers tinrent des positions à la gare de Neukölln, au carrefour de la Potsdamer Platz et dans le parc du Tiergarten, déchiquetés par les obus. Leur résistance fut désespérée et efficace. Ils utilisèrent des petites unités d'assaut, équipées de Panzerfaust, pour détruire les chars soviétiques dans les quartiers urbains exigus. Le 29 avril 1945, quelques jours seulement avant la chute définitive de la ville, un groupe de rescapés de Charlemagne reçut son dernier honneur dans cet enfer nazi. Adolf Hitler en personne décerna à plusieurs d'entre eux, dont le Sturmbannführer Henri Fennet, la croix de chevalier. C'était une récompense pour une guerre déjà perdue, un billet pour le néant, un ultime geste théâtral dans un absurde théâtre global. Sur les quelques 300 hommes entrés dans Berlin, pas plus d'une trentaine survécurent et purent se rendre. Partie 3. La fin. Le prix du choix et le jugement de Pierre Leclerc. Ce qui arriva aux hommes de Charlemagne, après la guerre, fut l'aboutissement logique, sévère et d'une certaine manière tragique, du chemin qu'ils s'étaient choisi ou que le destin leur avait imposé. Ceux qui eurent la chance ou la malchance de ne pas périr dans les décombres de Berlin furent capturés par les soviétiques ou, plus rarement, par les alliés occidentaux. Mais pour eux, la captivité ne fut pas la fin de leur souffrance, seulement un épilogue douloureux. L'Union soviétique, dans le cadre des accords de rapatriement, remit les survivants français aux autorités de la France libérée. Et là, un tribunal les attendait. La patrie, qui avait vécu la honte de l'occupation, l'héroïsme de la résistance et l'amertume d'une longue purification, ne pardonna pas la trahison. Pour le général Charles de Gaulle et la France qui bâtissait une nouvelle république, ces hommes étaient l'incarnation vivante de la honte nationale, la quintessence des ténèbres traversées par le pays. Ils furent jugés comme des criminels d'État. Beaucoup furent exécutés publiquement. D'autres reçurent de longues peines de travaux forcés et la mort civile, l'oubli et le mépris à vie de leurs concitoyens. Mais c'est à ce moment précis que l'histoire de Charlemagne croisa à toute vitesse celle de son antipode direct, son sombre reflet. La 2e division blindée de la France combattante, sous le commandement du général Philippe Leclerc, de son vrai nom, Philippe de Hautecloque. C'était une légende vivante, un symbole de l'honneur et de la libération, qui avait parcouru le chemin de l'Afrique équatoriale française, à Paris et Berlin. Sa division
était chair de la chair de cette France qui s'était battue. Fin août 1944, pendant l'avancée de la division Leclerc vers Paris, un épisode marquant se produisit. Ces unités avancées capturèrent, près d'une ville française, un groupe de 12 Français dans la tenue grise bien connue de la Waffen-SS, probablement des traînards ou des fuyards. Ils furent amenés au poste de commandement. Pour Leclerc, soldat d'honneur pour qui le calot de la France libre et l'uniforme de ses hommes étaient sacrés, ce spectacle fut le comble du sacrilège et de l'humiliation nationale. L'histoire, devenue ensuite classique bien que contestée dans les détails, raconte que Leclerc, sans cacher sa colère et son dégoût, montra du doigt son propre uniforme, sa capote, ses insignes de la France combattante, et prononça son impitoyable sentence: « Vous vous êtes pris pour des soldats, vous avez revêtu l'uniforme de l'ennemi, vous avez oublié l'honneur, vous avez trahi la France, et pour cela, il n'y a qu'un seul prix. » Selon plusieurs mémoires et recherches historiques, il donna à ses officiers un ordre bref, qui n'avait bien sûr aucun statut officiel dans le code militaire, mais parfaitement compris par ses subordonnés dans le contexte de cette guerre civile au sein de la Seconde Guerre mondiale. Fusillez-les tous, ce qui fut immédiatement exécuté. Ce sombre épisode, qui assombrit l'image du libérateur, montre pourtant avec une clarté presque shakespearienne le fossé qui s'était creusé au sein de la nation française. Ce ne fut pas simplement une justice expéditive, ce fut un acte de purification nationale spontanée, cruelle et impitoyable, comme le fut cette guerre civile non déclarée que la France s'efforça ensuite d'oublier et de taire. L'histoire de la division Charlemagne n'est pas une histoire de bravoure militaire, c'est plutôt un anti-épopée. C'est l'histoire de la façon dont un virus idéologique, attrapé au moment d'une catastrophe nationale, peut conduire des milliers d'hommes dans une impasse politique, morale et physique, sans issue possible. Ils ont combattu pour un État qui leur était étranger et qui les méprisait, et sont tombés en défendant le symbole même du mal qui avait piétiné leur propre patrie. Leur fin, et l'impitoyable exécution sommaire ordonnée par Leclerc, sont une dure leçon pour tous les temps. Une leçon sur le prix à payer lorsque l'homme franchit la dernière ligne rouge, qui sépare le compromis forcé de la trahison consciente.